Dans l'Arctique, un groupe d'ouvriers est en train d'excaver profondément à l'intérieur d'une grotte gelée. Soudain, ils découvrent quelque chose prisonnier de la glace. Intrigués, ils découpent un grand bloc pour l'en extraire, puis un hélicoptère le transporte vers un laboratoire. Les scientifiques, stupéfaits par cette trouvaille, envoient immédiatement un fax à l'entreprise chargée des fouilles. Ils expliquent qu'une découverte archéologique d'une importance capitale vient d'être faite et demandent l'arrêt immédiat du forage. Par ailleurs, ils exigent la présence d'un spécialiste pour étudier ce qui est emprisonné dans la glace. Quelque temps plus tard, l'anthropologue Stanley arrive au laboratoire. Spécialiste de l'Arctique, il consacre ses recherches à l'histoire et à la culture des Esquimaux. À son arrivée, il est présenté au docteur Diane ainsi qu'aux autres scientifiques qui pensent avoir découvert un animal préhistorique. Leur espoir est immense. En 1898, des Russes avaient retrouvé un mammouth dont certaines cellules étaient encore viables, alors pourquoi pas cette fois-ci? Avec une extrême précaution, l'équipe utilise un laser pour découper la glace, couche par couche, afin d'éviter d'endommager la créature. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils découvrent à l'intérieur n'est pas un animal, c'est un néandertalien. Fasciné, Stanley examine son apparence et en déduit qu'il s'agit d'un chasseur ayant vécu entre 20 et 40 000 ans auparavant. Il souhaite l'étudier de plus près, mais Diane lui explique que leur objectif est de découper l'homme des cavernes en plusieurs morceaux pour les envoyer au meilleur centre de recherche du monde. Sans perdre de temps, les scientifiques décongèlent le néandertalien, lui retirent ses vêtements et ses outils, puis commencent à prélever des échantillons de tissu. Ils lui implantent également un pontage et surveillent son activité cérébrale à l'aide d'électrodes. Les résultats des tests sont stupéfiants. Les cellules et organes du néandertalien sont en parfait état. Diane émet alors une hypothèse audacieuse. Les humains anciens possédaient peut-être des cryoprotecteurs, des cellules spéciales empêchant la cristallisation de l'eau dans leur corps. Alors que les tests se poursuivent, les scientifiques sont soudainement sous le choc. Une faible activité cérébrale est détectée chez le néandertalien. Face à cette découverte extraordinaire, ils prennent une décision audacieuse. Tenter de le réanimer. Ils l'intubent et utilisent un défibrillateur pour relancer son cœur. Après plusieurs tentatives, un battement fort et régulier se fait entendre. L'homme des cavernes est vivant. Une fois stabilisé, il retire l'intubation et le néandertalien ouvre les yeux. Complètement déboussolé, il est terrifié par l'environnement qui l'entoure. Les bruits stridents, les visages masqués, tout lui semble inconnu. Pris de panique, il commence à se débattre. C'est alors que Stanley enlève son masque. En voyant un visage humain, le néandertalien se calme instantanément, ce qui permet aux scientifiques de lui administrer une injection pour l'endormir. Plus tard, le groupe se réunit pour discuter de l'avenir de leur incroyable découverte. Déjà, certains rêvent du prix Nobel. L'équipe de l'Arctique travaille sur le développement d'un cryoprotecteur capable de congeler des patients atteints de cancer afin de les réveiller lorsque la médecine aura trouvé un remède. Mais désormais, avec le néandertalien, il entrevoit une possibilité encore plus grande. Découvrir un moyen de congeler les humains pour atteindre l'immortalité. Stanley, cependant, désapprouve fermement cette idée. Il rappelle que les humains ne devraient pas vivre éternellement et que la planète est déjà surpeuplée. Mais ces avertissements sont balayés d'un revers de main. Afin d'éviter que l'homme des cavernes ne devienne une célébrité, l'équipe décide également de garder le secret et de ne pas informer la presse pour le moment. C'est alors que Stanley propose une autre approche, étudier le néandertalien dans un environnement naturel reconstitué. Selon lui, cette expérience permettrait d'en apprendre bien plus sur la vie préhistorique. Après de longues supplications, il parvient à convaincre l'équipe de lui accorder 2 semaines pour mener ses propres recherches. Rapidement, un vivarium spécial est aménagé et le néandertalien y est placé. Lorsqu'il se réveille, le néandertalien trouve rapidement l'environnement familier et commence à suivre sa routine habituelle. Il boit du jus de baille pour étancher sa soif et chasse un oiseau de son nid pour voler les œufs. Le soir, il allume un feu avec des pierres et prépare sa nourriture. Le matin, il se lave sous une cascade avant de partir chasser avec une lance qu'il a fabriquée lui-même. Il fait plusieurs bruits qui attirent l'attention d'un sanglier, lequel tente de l'attaquer. Cependant, l'homme des cavernes l'esquive au dernier moment, et le sanglier se retrouve coincé entre 2 rochers, ce qui lui permet de le tuer. Plus tard, alors qu'il est en train de pêcher, il découvre accidentellement un tuyau et brise l'extrémité de celui-ci, déconcerté par le métal. Après avoir reniflé et léché le tuyau, il commence à le suivre, le tirant du sol jusqu'à ce qu'il atteigne une porte métallique. Il secoue la porte jusqu'à réussir à l'ouvrir, mais les scientifiques se précipitent pour fermer une deuxième porte afin de l'empêcher d'entrer.
Les créatures du laboratoire commencent à rugir, et les scientifiques produisent un grand vacarme pour effrayer l'homme des cavernes. Furieux, ce dernier grimpe la cascade et trouve la machine qui la fait fonctionner. Il se met à crier en essayant de détruire la machine, frappant contre les murs. Un scientifique entre dans le vivarium et le frappe avec une fléchette tranquillisante. Il place ensuite le néandertalien sur une civière pour l'emmener dans une salle d'opération où il prévoit de prélever de nombreux échantillons, comme cela était initialement prévu. Stanley, pris de panique, leur rappelle que ces 2 semaines d'études ne sont pas encore terminées, mais Diane lui répond de s'accommoder de la situation. Le soir venu, Stanley montre à Diane une vidéo montrant différentes tribus capables de danser en marchant sur des flammes. Mais Diane explique que cela n'est dû qu'à un blocage nerveux. Stanley rétorque que cela n'explique que l'absence de douleur, mais pas l'absence de cloques sur la peau. Il avance la vidéo jusqu'à une scène où un homme indigène insère des aiguilles dans le visage de son ami. Comme il n'y a pas de sang, Stanley pense qu'ils produisent un produit chimique qui protège leur tissu. Il émet alors l'hypothèse que le néandertalien produit également sa propre substance chimique et parvient à convaincre Diane de le laisser étudier ce phénomène plus en profondeur. Une fois le néandertalien de retour dans le vivarium, Stanley y pénètre également, sans arme ni objet, afin de ne pas l'effrayer. Le néandertalien, méfiant, commence à courir partout, grognant et hurlant tout en cherchant des endroits pour se protéger. Stanley, bien que terrifié, s'approche lentement jusqu'à ce qu'il soit face à face. Après un instant d'hésitation, le néandertalien saute sur Stanley, prêt à le frapper avec un rocher, mais il se distrait en entendant un scientifique crier depuis le dessus. Puisque Stanley ne tente pas de se défendre, le néandertalien laisse tomber le rocher. Il l'observe de plus près, remarquant à quel point le corps de Stanley est différent du sien. L'homme des cavernes met ses doigts dans la bouche de Stanley, tire sur ses vêtements et presse son entrejambe pour vérifier s'il ne lui manque pas certaines parties. Stanley pousse un cri de douleur, et le néandertalien recule avant de se présenter sous le nom des ARU, que Stanley transforme en Charlie. En retour, Stanley lui apprend à prononcer son nom et réussit même à faire rire Charlie. Voyant les cicatrices sur sa poitrine, Stanley lui demande ce qu'elles signifient. Charlie les appelle « bitache » en pointant vers le haut. La forme des cicatrices et son geste font penser à Stanley que cela signifie « oiseau ». Charlie vole le collier en croix de Stanley, et après l'avoir mordu, il commence à répéter certains mots en gesticulant avec ses mains. Mais Stanley n'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie de dire. Le lendemain, la linguiste Mabel arrive et Stanley lui montre l'enregistrement de sa conversation avec l'homme des cavernes, mais elle a besoin de plus d'informations pour le comprendre pleinement. Stanley commence alors à passer du temps avec Charlie et à apprendre plusieurs mots dans sa langue pour des choses simples comme pierre, grenouille et os. Charlie partage également sa nourriture. En retour, Stanley lui enseigne des mots simples en anglais. Mabel observe tout cela à travers les caméras et est impressionnée par le vocabulaire étendu de Charlie. Un soir, alors qu'ils sont assis autour du feu, Stanley commence à chanter une chanson. Charlie l'apprécie et l'encourage à continuer. En jouant avec les os de son repas, Charlie fait quelques bruits pour chanter joyeusement avec lui. Un peu plus tard, les scientifiques endorment Charlie à nouveau pour prélever plus d'échantillons et commencer une nouvelle expérience. Il est placé dans une chambre spéciale à très basse température. On espère que cela activerait les cryoprotecteurs et faciliterait leur extraction. Stanley continue de protester, disant qu'ils sont en train de tuer Charlie et qu'il ne mérite pas d'être traité comme un rat de laboratoire. Le rythme cardiaque de Charlie commence à ralentir et les scientifiques n'ont d'autre choix que de le sortir de la chambre. Plus tard, dans le vivarium, Charlie continue de crier de colère contre Stanley, mécontent de toutes ses expériences et des nouvelles cicatrices. Soudainement, il saute et fait semblant d'attaquer Stanley, frappant le sol avec sa lance avant de se piquer lui-même la poitrine. Il demande à Stanley de l'aider à se supprimer, mais Stanley refuse de le faire. Après une lutte, il quitte le vivarium. Plus tard, en privé, Stanley demande de l'aide à Diane. Toutes les études finissent par éloigner Charlie et les scientifiques perdent le contact avec lui. Stanley veut que Diane vienne avec lui dans le vivarium, car peut-être que la présence d'une femme pourrait l'aider à se calmer. Lorsqu'ils entrent dans le vivarium, les mains de Charlie sont blessées et il utilise de la poudre de pierre pour dessiner l'oiseau de ses cicatrices sur le sol. Diane est très nerveuse et sursaute lorsque Charlie court immédiatement vers elle pour l'observer de plus près. Après l'avoir reniflé, il lui partage sa nourriture et elle la mange pour ne pas l'offenser, bien qu'elle soit faite d'insectes. Ensuite, Charlie continue de la toucher, étant amical au début, mais il tente bientôt de regarder son entrejambe aussi.
Stanley l'arrête immédiatement et les hommes se crient dessus, si bien que Stanley doit utiliser le mot néandertalien pour mien, afin de faire reculer Charlie. Puis, Charlie apporte quelques objets de sa caverne pour les échanger contre Diane, mais Stanley doit lui refuser. Regardez Diane, met Charlie dans un état de tristesse, et il répète les mêmes mots sans cesse. Lorsque Mabel analyse cela, elle pense avoir trouvé le mot de Charlie pour femme, mais il y a quelque chose d'autre qu'elle n'arrive pas à comprendre. Stanley et Diane poussent Charlie à expliquer ces mots, et il fait des dessins sur le sol, révélant qu'il avait une femme et des enfants autrefois. Autour de lui, il répète sans cesse ces mots, et Diane se rend compte qu'il demande où est sa famille. Ce moment est interrompu lorsqu'un hélicoptère apparaît au-dessus de l'installation. Étant donné que le plafond est en verre, Charlie le voit et panique. Il commence à grimper sur les rochers en répétant Bitache, son mot pour désigner l'oiseau. Les scientifiques ordonnent immédiatement à l'hélicoptère de partir, mais Charlie ne se calme pas. Il grimpe jusqu'au sommet du vivarium et continue de crier « Bitache » vers le plafond. Un peu plus tard, Stanley rend visite à une tribu d'Inuits et partage les mots qu'il a entendus de Charlie, que le groupe reconnaît. Stanley se précipite alors au laboratoire pour partager sa découverte avec Diane. Bitache fait référence à Sedna, la légende d'un grand oiseau qui agit comme le messager de Dieu et transporte les gens au paradis ou en enfer selon leur comportement. Il émet l'hypothèse que la tribu de Charlie a disparu lorsque le pôle magnétique a basculé, tuant tous les animaux de la région. Charlie a probablement vu cela comme une punition divine et a entrepris une marche en rêve, cherchant l'oiseau et s'offrant en échange du retour des animaux. Charlie pense maintenant que l'hélicoptère est Sedna, et il est donc impossible de le calmer. 34 heures plus tard, Charlie porte tous ses vêtements, outils et divers objets que Stanley lui a donnés ces derniers jours. Il utilise aussi des baies écrasées comme peinture pour décorer sa peau. Charlie ne cesse de chanter, attendant visiblement avec impatience le retour de son dieu. Chaque fois que Stanley entre dans le vivarium, Charlie se cache jusqu'à ce qu'il parte, refusant de communiquer. Un après-midi, Charlie prend les escaliers, et après avoir observé Stanley pendant un long moment, il sait qu'il doit appuyer sur le bouton. Il entre dans le laboratoire et se faufile discrètement, veillant à ne pas se faire repérer par les scientifiques. Lorsqu'il atteint un couloir désert, il trouve un miroir et commence à grogner contre son propre reflet. Pensant que l'autre homme le défie, Charlie brise le miroir avec sa lance. Il entend alors une voix provenant des haut-parleurs, et pris de peur, il court à travers le couloir jusqu'à une salle où se trouvent tous les animaux du laboratoire. En observant un oiseau, l'ours grogne, alors Charlie continue d'avancer. Lorsqu'il tente de prendre le prochain couloir, il se heurte aux portes vitrées. Il essaie à nouveau et cette fois, les portes s'ouvrent automatiquement, lui permettant d'entrer dans une autre pièce. À ce moment-là, il se cache derrière une photocopieuse, effrayé par le bruit d'un véhicule en mouvement. Cependant, Charlie active accidentellement la machine et, pris de panique, il s'enfuit. Après avoir été effrayé par l'ascenseur, il entre dans un laboratoire et brise un bocal contenant de l'acide, ce qui lui brûle légèrement la main. À ce moment précis, les scientifiques éteignent les lumières, provoquant une nouvelle panique chez Charlie. Il commence à grimper sur le mobilier, mais il glisse et brise du matériel. Un scientifique entend le bruit et entre dans la pièce en allumant les lumières. Charlie, de nouveau effrayé, attaque immédiatement et tue l'homme à l'aide de sa lance. Il se met alors à courir à nouveau, complètement hystérique, lorsqu'il entend soudainement l'alarme. Il franchit une porte au hasard et trouve un tunnel qui devient de plus en plus froid à mesure qu'il s'enfonce. Lorsqu'il découvre la sortie de secours, il la traverse rapidement et parvient enfin à sortir. Il aperçoit l'hélicoptère et se précipite à sa suite, si bien que le pilote doit le frapper avec les skis pour le repousser. Les scientifiques finissent par arriver et secourent Charlie, le ramenant à l'intérieur. Quelques instants plus tard, ils examinent les radiographies, qui confirment que Charlie n'a aucune fracture ni blessure à la tête. Les scientifiques sont furieux contre Stanley, l'accusant de la mort de leur collègue à cause de ses recherches. Ils annoncent que les expériences sont terminées et que Charlie sera transféré dans un autre établissement. Stanley tente de leur expliquer que Charlie mourra s'il est enfermé dans une cage, mais ses préoccupations sont ignorées. Refusant d'abandonner, il conclut secrètement un marché avec le garde à la porte. Bientôt, Stanley entre dans le vivarium, portant un tas de fourrures. Une fois que Charlie est bien protégé contre le froid, Stanley l'emmène faire une promenade. Les scientifiques réalisent qu'ils sont partis et se lancent à leur recherche en suivant leurs traces dans la neige. Tandis que le duo avance, les plaques de glace commencent à se détacher, et une crevasse s'ouvre soudainement dans le sol, séparant Stanley de Charlie.
Lorsque l'hélicoptère les retrouve enfin, Charlie s'excite et crie « Bitache » avant de sauter. Il parvient à s'accrocher au ski de l'hélicoptère et chante joyeusement pendant le vol. L'un des pilotes tente de l'atteindre, alors Charlie lâche les skis et tombe, glissant sur plusieurs kilomètres dans une humeur plutôt joyeuse avant de rencontrer sa fin.